Il est 8h05, l'équipe est au complet, donc c'est le moment du Club de la Presse. Radio 2M. Le Club de la Presse. Dans ce club de la presse, 2 rendez-vous politiques, 2 élections. Élections législatives en Algérie et l'élection présidentielle en France. Hier, 23 millions d'électeurs étaient appelés à voter en Algérie pour renouveler le Parlement et élire les 462 représentants à l'Assemblée populaire nationale. 50 000 bureaux de vote, 44 500 policiers mobilisés. L'enjeu le plus important de ce scrutin, c'est bien sûr le nombre de votants et le dernier taux de participation, encore provisoire, dont nous disposons pour le moment, est de 33,53%. Hier, ces élections ont été marquées par de nombreux incidents, des scènes d'émeutes dans plusieurs localités, en particulier en Kabylie. Le journal El Watan a publié des vidéos et photos de plusieurs quartiers de Bouira, relayées par de très nombreux médias, montrant des routes barricadées, des bureaux de vote saccagés. Nous en parlerons dans un instant. Autre élection qui, en réalité, mobilise à elle seule en ce moment toutes les attentions, c'est l'élection présidentielle en France, pays très proche du Maroc où réside la plus importante diaspora marocaine et qui connaît une situation des plus préoccupantes puisque l'extrême droite est aux portes de l'Élysée. Les électeurs doivent choisir entre le Front National et un parti totalement nouveau dans le paysage politique français, le parti d'Emmanuel Macron. Depuis hier, les débats se focalisent sur ce fameux débat entre 2 candidats. Et dimanche soir, les Français auront un nouveau président pour 5 ans. Et la peur qui plane à la veille de ce scrutin, c'est que l'extrême droite fasse un bon score. Le ras-le-bol des politiques pour les citoyens français, les affaires politico-politiciennes, le chômage, la sécurité, le terrorisme, l'Europe, autant de sujets qui divisent en ce moment la France. Nous en débattons ce matin dans le Club de la Presse. Avec nous ce matin au téléphone en direct de Paris, Abdelrahim Hafidi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des éditorialistes du site atlasinfo.fr. Avec nous en plateau, Tariq Hetsab, bonjour. Directeur de publication du 360. Et avec nous, bien sûr, comme chaque vendredi, notre politologue Moustapha Shimi. Bonjour. Je vais vous demander de prendre le casque, comme ça vous entendrez notre confrère depuis Paris. Je vous propose, messieurs, de débuter par ce qui se passe en Algérie. Est-ce que c'était un scrutin pour rien pour de nombreux experts? Le FLN verrouille totalement la vie politique du pays et ce scrutin ne changera rien. C'est ce qu'a relayé également le Washington Post hier. Des élections législatives en Algérie sont organisées dans un contexte marqué par un taux de participation en déclin constant parce que personne ne s'intéresse à ce scrutin. Tariq. Oui, le taux d'abstention rappelle un peu celui de 2007 et dans une moindre mesure celui de 2012 où il y avait un peu plus de votants, on va dire. Cela en dit long sur l'intérêt que portent les Algériens à la politique de leur pays. Le fait est qu'il n'y a plus de politique possible en Algérie. Ce qu'il faut, c'est réinventer le système politique dans ce pays. Moustapha? Ce sont des élections sans choix. C'est ça qui est important. Alors pourquoi sans choix? Parce que depuis 1962, c'était le FLN qui dominait jusqu'à 1988. Puis il y a eu relative ouverture avec un pluralisme et la fin du monopole du FLN. Et puis d'autres partis. Sur le papier, nous avons 63 partis. De fait, la majorité présidentielle, c'est-à-dire le FLN et le RND, Rassemblement National Démocratique de Ahmadou Yahya, ancien Premier ministre et qui est directeur du cabinet présidentiel, ils ont plus de la majorité absolue. C'est un système qui fonctionne comme ça, donc il n'y a aucune surprise à dire que les résultats qui seront donnés pour le 4 mai, le scrutin du 4 mai hier, donneront encore une fois la majorité à ces 2 partis qui sont des partis relevant de ce qu'on appelle la majorité présidentielle. Alors il y a quand même une petite nouveauté par rapport aux précédentes élections. C'est cet appel au boycott des jeunes, ces jeunes youtubeurs. Je ne sais pas si vous avez vu toutes ces vidéos qui ont circulé absolument partout, dénoncées bien évidemment par l'État algérien. Ces jeunes qui sont montés au créneau pour dire non, quoi. Ras-le-bol, on n'en peut plus. Donc on n'entend pas beaucoup les citoyens dans la rue à proprement dit. Bon, il y a eu ces incidents, c'est vrai, mais cette jeunesse qui monte au créneau, est-ce que c'est pas quand même un peu nouveau?
C'est nouveau, mais la raison est très simple, il y a juste un énorme décalage entre un pays où il y a énormément de jeunes, avec énormément d'aspirations, qui voient un petit peu ce qui se passe ailleurs, et un système politique qui est toujours dans dans ces certitudes, dans une manière de faire qui remonte à des temps anciens, et qui refuse de voir ce qui se passe vraiment dans la société. C'est-à-dire qu'on a une jeunesse qui est dans le aujourd'hui, le maintenant, et un système politique qui est tout simplement physiquement perché. Abdelrahim Hafidi, vous avez suivi, vous également, ce scrutin? Écoutez, je voudrais quand même tenter une petite comparaison, quoique comparaison n'est pas raison. Aussi bien les élections algériennes que les élections françaises, toute proportion gardée évidemment, avec toute la différence de taille entre les deux pays, les deux nations, les deux États, je dirais que dans les deux pays, il y a un système qui s'échoue et qui vient au bout d'un processus long. D'un côté, l'Algérie, comme disait récemment, de façon tout à fait insidieuse et très amusante, le comédien, l'humoriste Felag, la France a raté sa colonisation et l'Algérie a raté son indépendance. Et je pense que l'Algérie a véritablement raté son indépendance, car les racines du mal, si j'ose dire, ne sont pas à chercher dans l'actualité, ils sont à chercher dans ce qui s'est passé au lendemain de 1962, lorsque une junte militaire qui a totalement vampirisé l'ensemble des espaces politiques algériens, l'économie, la culture, tous les espaces, et même la religion, dans les années 70, il faut rappeler tout de même que l'étouffement de l'espace politique algérien par, je dirais, une espèce d'encouragement d'un islamisme qui est monté, c'était Boumedienne qui avait donc, pour contrer tout un mouvement de libération démocratique, etc., avait donc joué cette carte. Et je pense que l'Algérie ne sortira de l'impasse qu'à partir du moment où il va y avoir une révision totale de son élite politique, de sa culture, mais surtout, le fait qu'aujourd'hui l'impasse risque, et c'est très malheureux, c'est dommage, risque de nous conduire vers une implosion. D'ailleurs, les premiers symptômes ont été donnés tout de suite au moment où les élections se déroulent en Algérie. Oui, tout à fait, avec ces incidents et puis ces émeutes. Oui, Tarek. Et j'ajouterais juste que le tout se fait sur fond d'une véritable crise économique, c'est-à-dire qu'on est dans un pays qui ne peut plus faire valoir sa rente pétrolière. Et donc le risque d'implosion est bien réel. Voilà. J'en reviens aux jeunes parce que c'est vrai que ça préoccupe de nombreux médias parce que c'est eux qui relayent l'information. Cette jeunesse qui a relevé encore hier l'image, une nouvelle fois, qui a provoqué les vives réactions, c'est celle du président Bouteflika qui est apparu dans un bureau de vote où il n'était pas capable, en très affaibli, en fauteuil roulant, mais qui ne pouvait même pas mettre son bulletin dans l'urne. Et il y a une image en particulier d'une jeune femme algérienne, 25 ans, qui dit « Voilà, cette image-là est à l'image de ce que nous vivons dans notre pays ». Et c'est une phrase très forte. Ce que je voudrais dire sur les jeunes, c'est qu'il n'y a pas de projet politique collectif au niveau de ces jeunes-là. Il n'y a pas de leadership, il n'y a pas de slogan, etc. C'est un front du refus. C'est un front du refus pour des raisons sociales, c'est-à-dire c'est parce qu'il y a de l'exclusion sociale et de l'inégalité et qu'il n'y a pas d'inclusion que ces jeunes-là manifestent sans d'ailleurs savoir quels sont les partis, contre qui, tout ça, etc. Je crois que ce qui est important, c'est la coupure qu'il y a entre un monde, une société et une contre-société faite de jeunes, de chômeurs, de gens, etc. Et puis un système autocratique qui est dirigé comme ça. Alors pourquoi nous en sommes là? Notre collègue à Paris a raison de le dire, ça remonte loin. Bien sûr. Depuis 1962, en Algérie, la question du contrat social n'a pas été réglée. Du fait de la prise du pouvoir en août 62 de l'armée des frontières par Boumedienne, qui a fait alliance avec Ben Bella, et c'est comme ça que c'est parti. Vous savez, les premières mesures, vous savez qu'au lendemain de l'indépendance en Algérie, il y avait plusieurs partis. Il y avait le FLN, il y avait le PRS de Boudiaf et il y avait le Parti communiste algérien. Les premières mesures prises au printemps 63 par Ben Bella, c'était l'interdiction de tous les autres partis, l'institution du parti unique. Si nous en sommes là aujourd'hui, c'est-à-dire au-delà du pluralisme de façade, je vous ai parlé de 63 partis, de fait, le pacte
social est détourné et assumé par une nomenclatura qui, pour l'instant, est confrontée à de gros problèmes parce qu'elle est confrontée à l'hypothèque de l'après-Bouteflika. Et c'est quand même un spectacle tout à fait délirant de voir ce chef d'État en fauteuil roulant qui n'a pas pris la parole depuis 4 ans, qui en est réduit à des images furtives à la télévision. Question, comment ce peuple est traité ? La dignité de ce peuple. Comment la dignité même de ce chef d'État est assurée, assumée, instrumentalisée. Nous en sommes là, et ce spectacle-là qui est offert en Algérie aux Algériens, évidemment, est un spectacle tout à fait préoccupant pour l'avenir et il ne préfigure rien de bon pour les années à venir. Abdelrahim, c'est une jeunesse sacrifiée ? Malheureusement, c'est une jeunesse sacrifiée, oubliée, méprisée aussi par un système éducatif, par je dirais, un abandon total, mais je dirais quand même que la question de la jeunesse n'est pas posée seulement en Algérie. Certes, en Algérie, elle est posée avec énormément d'angoisse, mais elle est partout. En France aussi, il y a un vrai problème de la jeunesse, et j'en parlerai tout à l'heure. Voilà, oui, on va en parler. Vous vouliez rajouter quelque chose, oui ? Je voudrais donner un dernier point d'information, c'est le décalage qu'il y a entre la classe politique et la faible participation. Savez-vous qu'il y a 11 500 candidats ? C'est-à-dire qu'il y a 25 candidats pour un siège à pourvoir. Donc c'est extrêmement couru. Savez-vous qu'il y a tous les partis politiques participent à ce scrutin, même les islamistes, même le Front des forces socialistes de Aït Ahmed, etc. Donc il y a là un décalage tout à fait important à relever entre la désaffection et la démobilisation des citoyens d'un côté, en bas si je puis dire, et en haut, un système politique avec des acteurs qui se bousculent pour avoir une représentation au sein de l'Assemblée nationale. Et le décalage est aussi visible, on va dire, par rapport à la nature même du pouvoir en Algérie. C'est-à-dire qu'il y a le système politique d'un côté qui est vieillot, qui est mourant même. Mourant pas tant que ça, parce qu'il est toujours là, et on dit ça depuis des années. Non. Vous parlez du FLN ? Oui, de FLN, notamment parce que l'ancienne génération, l'ancienne garde, Bouteflika est en train de trépasser. Mais on dit que ça y est, la relève est déjà là au sein du FLN. Moi, je demande à voir. C'est vrai. Il y a le FLN d'un côté, mais il y a aussi l'armée, le renseignement, et le pouvoir, il est vraiment chez le second, il ne faut pas croire. C'est-à-dire que moi, jeune Algérien, quand je dis que je ne voterai pas, c'est-à-dire je ne voterai pas pour toute cette formule qui fonctionne plus, et je trouve que ce qu'a dit la jeune fille de 25 ans est très juste. Très juste, et puis moi franchement, quand j'ai vu l'image et quand j'ai vu ces 3 lignes, c'est rien, mais je me suis dit mince quoi. Ça résume tout, en fait. Oui, exactement. Ça résume, en effet, toute la situation que vit cette jeunesse algérienne, un peu désespérée. Abdelrahim faisait référence à la jeunesse, et cette fois-ci en France, nous allons parler de cette présidentielle. Vous avez tous vu, j'imagine, ce fameux débat. Mais juste avant, il y a Youssef Qsir qui a fait une petite analyse lui aussi de la situation. Donc on va démarrer avec ça, juste avant de débattre justement de la présidentielle française. Radio 2M. Youssef Qsir nous prend de court. On est le lundi 8 mai 2018. Le soleil se lève doucement sur le monde. Marine Le Pen vient de passer sa première année en tant que 25e présidente de la République française, 8e présidente de la 5e République et 68e coprincesse française d'Andorre. D'ailleurs, depuis les habitants d'Andorre, on les appelle les insomniaques. Tout le monde garde à l'esprit ce 8 mai 2017, ce lendemain d'élection. La bourse avait ouvert à la baisse. Toutes les actions étaient en chute libre. Enfin, toutes, pas vraiment. Tati était la seule action à enregistrer une hausse, et pour cause, la forte demande des cabas à carreaux bleu, blanc, rouge. Beaucoup voulaient faire leur bagage. Air France fait faillite et était remplacé par United Airlines parce qu'en matière d'expulsion, ils ont de l'expérience. Une fois les étrangers arrivés chez eux, en étranger, le personnel de la compagnie aérienne peut sortir de force les plus récalcitrants. Une année après, la France se réveille, mais
sont les Arabes. Barbès, c'est devenu un terrain vague. Marseille, une ville fantôme. Les Français ont perdu du poids après la fermeture de tous les kebabs. Les Français sont entre eux, mais ils s'ennuient. C'est plus kiff-kiff. Je ne dis pas que les Arabes mettaient de l'ambiance, mais en partant, ils ont tout pris. Avec eux, ils ont pris même... Khaled a eu même la garde de Aïcha. Depuis la sortie de la France de l'Union européenne, l'Hexagone flotte au milieu de la mer isolée de tous. Le taux de chômage n'a pas pour autant diminué. C'est à se poser la question si les Arabes, qui volaient le travail des Français, n'ont pas pris le travail avec eux. Ils l'ont laissé. Abdelrahim Hafidi, vous avez dit dans l'un de vos éditos sur le site atlasinfo.fr que ce second tour donnera toute la mesure de ce chamboulement et mettra face à face deux France diamétralement opposées. Oui, non seulement il donnera le ton d'un chamboulement, mais tout simplement il exprimera un chaos. Un chaos sur le plan de, je dirais même, de la culture politique française. Songez par exemple que c'est la première fois dans l'histoire de la Ve République que nous avons un deuxième tour où sont totalement absents, j'allais dire complètement évacués, éradiqués les deux grands partis traditionnels. Les deux grands partis qui ont structuré jusqu'à présent non seulement la politique, mais également l'imaginaire politique et la culture politique française, à savoir une social-démocratie socialisante, etc. Et puis une droite libérale, gaulliste, bonapartiste, appelons-la comme cela, puisque ce sont les composants de ces deux structures. C'est la première fois. Et puis la deuxième caractéristique, c'est aussi la première fois que nous assistons à une campagne électorale, mais surréaliste, totalement chaotique, je dirais même anxiogène. Jamais élection présidentielle n'a été marquée par une peur au ventre. Les électeurs le dimanche iront leur peur au ventre, c'est-à-dire que jusqu'à quasiment 2012, l'élection de François Hollande, il y avait toujours un brin d'espoir. Il y avait quelque chose qui pourrait faire, non pas rêver, mais en tout cas espérer. Point d'espoir, point de rêve, nous sommes au bout d'un processus qui doit absolument se terminer par une recomposition. Mais avant la recomposition, il faut aller jusqu'au bout de la décomposition. C'est ce à quoi nous assistons. Cette peur qui plane, Tarek, et notamment pour nos concitoyens qui vivent justement en France, la préoccupation majeure et que relèvent de nombreux confrères, c'est que même avec cette peur au ventre, certains disent « elle ne passera pas, c'est pas la peine que j'aille voter ». Ça serait une grossière erreur parce que le jeu de l'abstention ne fera que faire le jeu de Marine Le Pen parce qu'elle, elle a son armée, elle a ses votants, elle a sa population. Et qui est très fidèle. Elle, pour le coup, il n'y a pas de... C'est ça, ce qui est complètement embrigadé, on va dire. C'est vraiment quand on parle d'armée, je pèse mon mot. Le constat est qu'on est aujourd'hui devant un clivage clair, net et précis. On a d'un côté une logique libéraliste, social-libéraliste, on va dire, et une logique complètement conservatrice, c'est-à-dire qui revendique une France d'il y a, je ne sais même pas combien, je ne sais même pas si cette France a existé un jour. Il faut aller voter. Macron est un moindre mal, pour moi, et ce qu'il y a à déplorer dans tout ça, c'est vraiment la fin de la politique telle qu'on l'a connue en France. Ah bah complètement. Les Mitterrand, il faut oublier, on est aujourd'hui devant une nouvelle logique politique avec des hommes politiques qui ne sont que l'ombre un petit peu de ce qu'ont été les hommes politiques français tels qu'on les a connus. Et puis l'un des candidats peut-être les plus jeunes justement de la Ve République par rapport à tous les candidats qui sont passés. Oui, Mustapha. Je vais laisser de côté cet aspect franco-français et considérer autre chose qui nous concerne et qui concerne notre communauté en particulier. Est-ce que Emmanuel Macron est un bon candidat pour le Maroc, vous voulez dire? Ça, c'était le deuxième volet, vous anticipez. Le premier volet, c'est que malgré le bon, il va être élu, là, les fourchettes sont de 60 à 40 pour lui, 62, 38, oui, mais alors bon, ça, c'est déjà un constat mais est-ce que c'est pas de la poudre de perlimpinpin, justement? Non, ce que je veux dire par là, c'est que les résultats, il n'y aura pas de surprise, il sera élu, bien. Ce qui m'intéresse, ce qui m'interpelle... Moi, c'est ça qui m'interpelle, oui. Le fait de dire c'est gagné. C'est gagné et ces sondages... Mais non, mais attendez, Mustapha, c'est gagné à force de dire c'est gagné. Voulez-vous qu'on prenne un pari pour vendredi prochain? Bien évidemment, non, mais attendez, à force de dire c'est gagné, et que les gens, justement, et c'est ce qui ressort aussi... Il y a des tendances lourdes. C'est Hillary Clinton qui allait gagner les présidentielles. Oui, non, c'est pas pareil. Bien évidemment, mais il y a des tendances lourdes.
absurde. Il y a des sondages faits hier. Il n'y aura pas de grands mouvements. Donc, retenez et privilégiez mon hypothèse si vous voulez bien. Écoutez, quel que soit le résultat, je vous fais cette concession. Quel que soit le résultat, ça va laisser des traces dans la perception qu'auront les Français des communautés immigrées. Je vous signale que quand vous parlez de Français, c'est aussi les Marocains qui ont aujourd'hui aussi la nationalité française et qui vont voter. Quand on dit français, c'est pas juste du franco-français. Oui, c'est évidemment toutes ces communautés étrangères qui sont également aujourd'hui françaises. Ce que je veux dire, c'est quels que soient les résultats de cette élection présidentielle, ça va laisser des traces dans la psychologie collective. Je ne parle pas des binationaux qui sont les nôtres, je parle des Français qui n'ont qu'une seule nationalité. Le rapport à l'étranger, le rapport à l'immigré va changer. Quand Madame Marine Le Pen fait à peu près 40% d'intention de vote, etc., c'est préoccupant. Et elle a construit son système sur quoi? Sur l'étranger, le musulman et évidemment la liaison avec le terrorisme. La France, les Français, les patriotes. Ça va laisser des traces durablement dans la psychologie collective et dans la culture politique. C'est ça qui est préoccupant. Pourquoi vous parlez de 40% dans les intentions de vote? Oui. Abderrahim. Oui, je peux rajouter deux choses. Je pense qu'il faille raisonner dans une nouvelle façon de voir les problèmes. Ce qui vient de se passer, ce qui est en train de se passer, mais depuis quelques années. Je pense que la crise du politique en France a commencé avec l'élection de Nicolas Sarkozy. Car Nicolas Sarkozy, déjà en son temps, sans être l'homme le plus haï, le plus détesté, a inauguré une autre façon de faire de la politique par le clivage, par la césure qu'il avait infligée à la société française sur, par exemple, l'émergence, pour la première fois dans l'histoire de la France, par exemple, rappelons-nous, d'un ministère de l'identité nationale. C'est quelque chose qui était absolument inenvisageable dans l'histoire de la France. Ce qu'il faut aujourd'hui, sur quoi il faut insister, c'est que c'est le logiciel politique qui a complètement changé. Ce sont les vieilles lunes, c'est les vieilles, je dirais, lignes Maginot qui séparaient la France entre droite et gauche et qui sont aujourd'hui en évanescence. Ce qui est en train d'apparaître aujourd'hui, c'est une nouvelle forme de... Les Français sont très passionnés par la politique. Songez par exemple, on peut toujours dire que le chômage est une des causes principales de l'émergence du Front National. Mais je vous dis tout simplement que l'Allemagne, elle a à peu près le même taux de chômage, que la Hollande a le même taux de chômage, que l'Italie a plus que cela. Et pourtant, l'Allemagne est sur le point d'organiser des élections et ça va se passer dans des conditions extrêmement sereines. La Hollande vient de rectifier le tir. Vous savez, on a dit que l'extrême droite allait arriver. Pas du tout. Je dirais, les choses ont été reprises. En Italie, la France, c'est un cas particulier. C'est une singularité dans l'histoire de l'Europe. La question de l'extrême droite doit être réinstallée, replacée dans une histoire française. L'extrême droite française, elle est inscrite durablement dans la culture politique française et on ne peut pas la balayer comme cela du revers de la main. Si on ne revient pas d'abord sur quels sont les ingrédients de la crise. Pourquoi nous en sommes là? Je pense qu'il faut faire justement, on va y venir, Abderrahim Hafidi. On va juste faire une pause pour exactement, et on revient juste les news. On revient juste après. En France, Tarek, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Moustapha Sahimi en se disant finalement que tout est déjà joué? Non, pas du tout. Moi, je pense que la mobilisation devrait se maintenir jusqu'au bout. Je le dis, je le répète, Marine Le Pen, à la différence de Macron, a son armée, on va dire son électorat. Son électorat très fidèle. Macron se cherche encore, il est nouveau sur la scène politique françafrançaise. Oui, il a des arguments, oui, il vient avec une vision, on va dire, novatrice de la politique, mais oui aussi, c'est un grand inconnu, on va dire. Abderrahim ? Alors, d'abord, soyons réalistes et disons les choses comme elles se présentent. Oui, Macron va gagner l'élection et de façon extrêmement confortable, allons jusqu'à 60 et 65%. Merci de m'aider. Oui, pourquoi? Bien sûr, Moustapha, vous savez très bien que les choses se jouent ailleurs. Oui, absolument. La réserve de voix, c'est une question de statistique. Marine Le Pen arriverait au pouvoir si les Français ne voteraient demain qu'à 30%. C'est-à-dire il faudrait un taux d'abstention extrêmement fort, record,
pour que la chance d'une extrême droite puisse arriver au pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, les dernières informations que nous avons ce matin, c'est que le corps électoral qui participera, c'est-à-dire les Français qui ont déjà décidé de participer, frôle les 75, 76, 77%. Dans cette fourchette-là, je dirais, la réserve des voix électorales, elle est totalement claire pour Macron. Donc la question de est-ce que Macron sera élu ou pas, pour moi la question ne se pose pas à ce niveau-là. Elle se pose sur un autre niveau, est-ce que Macron aura, oui ou non, une majorité présidentielle pour gouverner demain aux législatives? C'est là la question. Il y a Moustapha Sahimi qui est en train de se venger quand il dit nananananer, j'ai raison, nananananer, j'ai raison, nananananer, j'ai raison. Vous savez, Moustapha Sahimi, c'est un observateur extrêmement pointu. Non, rajoutez pas, il a déjà les chevilles qui enflent là, n'en rajoutez pas. Mais c'est un clin d'œil pour nous tous. Je voudrais ajouter un point, si vous permettez, c'est qu'il va être élu, mais c'est la légitimité politique de son élection, pas électorale, qui va poser problème, parce qu'il va avoir des électeurs d'adhésion, mais c'est aussi un président qui sera élu par défaut. Par défaut, parce que c'est la situation. Bien évidemment, on se retrouve dans la situation. Mais c'est de nature à fragiliser un nouveau président. Quand vous savez que votre électorat n'est pas totalement un électorat d'adhésion, mobilisé, comme c'était le cas pour Sarkozy, comme c'était pas le cas pour Hollande d'ailleurs, mais c'était le cas pour Sarkozy. Et donc, c'est une situation qui va le fragiliser. Il y a d'ailleurs une réaction déjà dans le quotidien Le Monde de quelqu'un qui dit, attention, il y a des motifs d'interrogation. Et la difficulté pour le nouveau président, ça va être de mener dès les premiers mois les grandes réformes qu'il a en chantier, en ayant la capacité, le soutien populaire, ce qui n'est pas acquis. Ce qui est aussi... Oui. Si on permettait, juste l'élection se joue également sur la gestion des symboles. Macron, jusqu'à présent, s'est réservé le droit de dévoiler quoi que ce soit sur la manière dont il va gérer la gouvernance. Et je vous donne un exemple concret. Nous apprenons ce matin que le lieu de... Vous savez, tout président ne va pas bouder son plaisir pour fêter la victoire. Or, il a déjà choisi le lieu où il va fêter sa victoire, à savoir la place du musée du Louvre. C'est-à-dire, il a évité à la fois la place de la Concorde, qui était traditionnellement le lieu de prédilection de la droite. Il a évité la Bastille comme un peu le symbole de la gauche. Et donc ce choix-là, y compris de la manière dont il va manifester sa joie, on dit long sur le between entre les deux. Où est-ce que je vais gouverner? Est-ce que je vais donner un coup à droite et un coup à gauche? Les Français attendent là-dessus. Les Français lui demandent de gouverner autrement. Deuxièmement, de la nomination de la personnalité de son Premier ministre, je dirais, dépendrait aussi les choix, les orientations qu'il va imprimer à sa législature. Il faut attendre une semaine pour avoir le cœur net là-dessus. Macron, bon candidat pour le Maroc, Taleb? Il me semble que oui, parce que Macron a une logique déjà libérale, ouverte sur le monde. Il est dans la mondialisation, il est dans une logique de coopération. S'il connaît le Maroc, j'en doute, mais le fait est que, on va dire, enfin le mot est très mal choisi, mais idéologiquement, de par ses aspirations, de par son programme, je pense que le Maroc va être incontournable. C'est toujours mieux que Marine Le Pen. Oui, Moustapha? Il ne connaît pas le Maroc. Pas même les week-ends à la Mamounia à Marrakech. Les Marocains ne le connaissent pas. Il n'a aucune empathie particulière pour le Sud. Maghreb, pays arabes, Afrique. Et c'est son univers culturel et politique et mondialiste. Comme s'il avait plus de 20 ans d'expérience au sein de la politique française et d'une observation particulière avec... j'observe le profil, c'est-à-dire quel est son univers politique. Son univers politique n'a aucune polarisation sur le Sud, ni sur le Maghreb, ni sur l'Afrique, ni sur le monde arabe. C'est important. C'est un mondialiste. Mais il est ouvert tout nouveau dans le paysage politique français. Oui, il est mais vraiment tout nouveau. Moi, j'observe ce que me livre le marché présidentiel français. Il y a un chef d'État, il ne connaît pas le Maroc, on ne le connaît pas. Non.
culturellement et politiquement, il n'a aucune empathie pour le Sud. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, personne ne le connaissait, oui, Tarek. Oui, il est nouveau, mais pour les Français. Hein. Voilà, je veux dire, c'est pas seulement pour le continent. Juste un élément, c'est que quand on est dans la mondialisation, on n'est pas que Europe, États-Unis. Hein. La mondialisation aujourd'hui, c'est l'Inde, c'est la Chine, et c'est demain l'Afrique. Oui, accessoirement. Oui, Abdelrahim. Pour l'instant, oui. Oui, ce qui est intéressant dans le profil d'Emmanuel Macron, c'est qu'il appartient à une génération complètement décomplexée à ce qu'on appelle le passé colonial français. Il est né en 1978. C'est un enfant qui arrive que les Français ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas la France comme il se doit. Je rappelle que, puisque vous avez posé la question relative au Maroc, François Mitterrand ne connaissait absolument pas le Maroc. Sarkozy a appris à connaître le Maroc à partir du Ouarzazate de Marrakech, pardonnez-moi cette métaphore. François Hollande, le Maroc était pour lui, je dirais, un lieu lointain, l'Algérie un peu, il a appris à connaître. Moi, je pense que la question ne se pose pas au niveau est-ce qu'il sera pro ou anti-marocain. La question est de savoir quelle est la ligne de conduite qu'il va donc adopter sur le plan de quelle est l'importance qu'il va donner. Quelle est la place qu'il va donner à la politique internationale car, qu'il le veuille ou pas, que Macron connaisse le Maroc ou pas, il est obligé de faire avec, de connaître cette partie qui est très importante, car il y va de la stabilité géopolitique, géostratégique de la France. On sait très bien que le péril, comme vous le savez, les périls qui aujourd'hui nous guettent, concernent tout le monde. Et la mondialisation, c'est aussi cela. Et il est obligé de tenir compte. Je crois que le Maroc, me semble-t-il, a des atouts considérables pour intéresser, pour être un des éléments d'une stratégie de stabilisation pour le prochain président de la République. J'ai eu une discussion tout récemment avec une des proches conseillères de Macron qui me disait ceci, sa visite au Maroc et en Algérie seront regardées de très près, car d'abord, contrairement aux autres, il y avait des choix concernant l'histoire de l'Algérie, avec le passif colonial, la mémoire partagée, etc. Lui, il ne raisonne pas en ces termes. Vous avez remarqué, quand il a visité l'Algérie récemment, il a balancé une bombe dans la classe politique, à savoir que la colonisation était effectivement un crime contre l'humanité. Jamais un candidat à la présidentielle n'a été aussi loin dans un regard que je considère lucide. Donc attention, Macron ne connaît pas le Maroc, mais Macron comprend, il a autour de lui des conseillers. Je sais qu'il y a au moins 3 conseillers qui connaissent très bien le Maroc, je les connais, et donc il me semble que c'est un homme qui appartient à une histoire décomplexée, et il sera d'une certaine façon un président pragmatique. Alors, quels que soient les résultats, puisque pour vous c'est joué d'avance, moi j'aime bien le résultat des urnes. Non, c'est pas joué d'avance, pardon. Ce n'est pas du tout dire, écoutez, les jeux sont pliés, non. Je dis simplement la structure sociologique et électorale de la France aujourd'hui ne pourra absolument pas aboutir, vu la participation attendue, à l'élection de Mme Le Pen. C'est une question de mathématiques et de statistiques. Oui, non mais je comprends bien. Quels que soient les chiffres et Macron président, est-ce que vous ne croyez pas, et ce sera ma dernière question, messieurs, est-ce que vous ne croyez pas que ces élections laisseront, quoi qu'il arrive, une fracture immense, une blessure immense au sein de toute la population française, au sein de toutes les communautés étrangères, une blessure qui risque pas de se refermer de sitôt? Tarek. Pour moi, clairement. Là, aujourd'hui, on sait et plus que jamais, qu'il y a les Français de souche, et il y a les autres. C'est-à-dire qu'on n'est pas en Grande-Bretagne, on n'est pas aux États-Unis où c'est le melting pot. On sait aujourd'hui qu'il y a une bonne partie de la population française qui refuse tout ce qui n'est pas blond, yeux bleus. Et je m'arrête là. Ouais. Et puis tout ce qui touche également à la sécurité, où là on pointe du doigt. C'est facile. Mais on l'a vu d'ailleurs avec tous les militants du Front National. C'est vrai qu'il y a quelques années, on l'avait vécu du temps de Jean-Marie Le Pen avec ce face-à-face avec Chirac, les gens avaient plutôt honte de dire je suis d'extrême droite. Aujourd'hui, non seulement ils n'ont plus honte du tout de le dire, mais ils l'affichent, ils l'assument et le revendiquent. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez nouveau, non ? Je pense que ça a le mérite de la clarté. C'est-à-dire que là, au moins, on le sait, c'est visible, on n'est plus dans ce jeu d'hypocrisie où on sourit à l'étranger, mais en même temps, on en pense que du mal, où on a peur, tout simplement. Aujourd'hui, c'est dit. Moi, je pense que ça a le mérite d'être clair. Vous permettez que j'apporte un élément d'explication. La question de décomplexer l'extrême droite, enfin, les gens disent ce qu'ils ont sur le cœur, etc. Rappelons tout simplement que l'extrême droite en France, depuis l'affaire Dreyfus,
c'est-à-dire au XIXe siècle, ne s'est jamais gêné de se manifester publiquement et d'assumer son identité d'extrême droite. Mais vous ne trouvez pas, Abdelrahim, que c'est beaucoup plus aujourd'hui? Ou peut-être que c'est un regard faux que l'on a, mais on a l'impression que... Vous avez raison. Vous avez raison. Que c'est une revendication, elle est claire, nette, précise, comme disait Tarek, ça a le mérite d'être clair. Ce retour du refoulé, le retour de soi, le retour de l'entre nous est un des produits d'une mondialisation sans cœur ni miséricorde, comme disait l'écrivain Vargas Llosa. C'est-à-dire que nous sommes dans un trouble identitaire. Il n'y a pas que le monde musulman qui connaît un trouble identitaire. Il n'y a pas que le monde arabe qui passe par une traversée de désert identitaire. Il y a également aujourd'hui l'Europe, il y a la France, sûre d'elle-même. Vous savez, c'est Ernest Renan, un des plus grands philosophes français du XIXe siècle, qui disait la nation en France, c'est un plébiscite de tous les jours. C'est-à-dire, la France ne s'est jamais définitivement construite. Elle est au hasard, au gré de l'histoire. Et je pense que quelque chose est en train de changer. On passe à un autre logiciel. Et c'est, encore une fois, je termine avec cet écrivain italien que tout le monde connaît, Antonio Gramsci, qui nous disait, et qui nous parle d'aujourd'hui. Il disait cette phrase en 1943. Il y a des moments dans l'histoire où le passé n'est plus, l'avenir tarde à venir, et dans le clair-obscur surgissent les monstres. On y est déjà. Oh, c'est une jolie chute. Alors, un dernier mot à Mustapha, et puis on retrouve Wadi Wadi. Ah oui, juste Wadi Haddada, et je vous donne la parole juste après. Juste Wadi Haddada. Bien sûr. Allez, vous permettez? Parce qu'il est à Paris. Ah oui, en plus. Il y est, justement. Il a rencontré Marine. Et si c'était vrai? C'est parti. Radio 2M. Et si c'était vrai, Wadi Haddada? Imaginez que les Français fassent front commun pour contrer la vague bleue marine qui menaçait de déferler sur le drapeau tricolore. Après avoir été porté par un flot de colère contre des peaux un peu trop colorées, voilà que cette déferlante se fracasse contre la dure réalité des faits. L'emballement médiatique redescend tout doucement au même rythme que les enquêtes d'opinion, en faisant bien moins de bruit que les échos de ses propos contre les bobos et les barbus, dignes de l'époque où son papa, très imbu de sa personne, imbibait l'extrême droite de théories bonnes à rien. Elle a eu beau tenter de dédiaboliser le FN, cela n'en valait finalement pas la peine. Quand on a la haine chevillée au cœur, il suffit de tirer le diable par la queue pour que toutes les rancœurs ressurgissent des profondeurs troubles de l'histoire. C'est comme si on essayait d'effacer les traces d'un passé poisseux, alors que sur son front sont gravés en lettres capitales de glaçants slogans ponctués de croix à peine gommées. Autant dire qu'on a eu chaud, même si au pays des Gaulois et de l'oncle Charles, de Gaulle lui aussi, on aime parfois jouer à se faire peur. Il aura fallu la lueur des projecteurs de studio télé lors d'un débat digne d'une bataille de chiffonniers pour que la lumière soit faite sur ce qui aurait pu être le braquage électoral du siècle. Heureusement qu'au dernier moment, l'ex-banquier de chez Rothschild, ex-ministre de la Finance de surcroît, était là pour veiller sur le coffre-fort des valeurs démocratiques. Malgré son jeune âge, il fut rapidement le champion des sondages, au point de songer très sérieusement à tirer les ficelles du pays. Il est bien loin le temps où aucun eurosceptique n'aurait misé un écu sur lui, mais depuis que les marrons sont cuits pour les dinosaures de la politique, il a fait bien des heureux qui ne ménagent aucun effort pour faire voter Macron, à l'image de son ancienne professeure de français qui crut en la prophétie qui croit d'un brillant étudiant devenant président. Bien des années après, Brigitte regarde aujourd'hui amusée toute cette foule digne d'une cour de récré qui s'agite autour de l'ancienne maîtresse d'école en passe d'écrire d'une pierre blanche ou à la craie son nom sur le tableau des premières dames de France. Et si c'était vrai? Vous voulez le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est d'abord le fait... Vous savez ce que ça veut dire, le mot de la fin, ça veut dire que c'est court. C'est concis, court. Vous me prenez sur mon temps, comme toujours. L'histoire de l'extrême droite est violente, elle est structurante. Je vous rappelle, dans les années 30, l'extrême droite était extrêmement violente. Je vous rappelle l'extrême droite pendant la guerre d'Algérie avec l'OAS et sa filiation d'ailleurs avec Le Pen. Un mot encore, c'est qu'avec avec Macron, il y a des intérêts d'État avec le Maroc et des intérêts privilégiés en coopération privilégiée, ça sera maintenu. Bien.
Cela dit, il faut qu'on suive aussi, et puis le Maroc a une valeur ajoutée maintenant par rapport à il y a 5 ans et à 10 ans, notamment du fait de la démocratisation, le fait de sa politique africaine, de sa participation à la lutte antiterroriste où il est pionnier. Et il faudra suivre la nomination du futur ministre des Affaires étrangères de Macron, c'est important parce que c'est l'appareil, et le futur secrétaire général de l'Élysée, parce que c'est là que se font les choses ou qu'elles peuvent se défaire. Le mot de la fin, Tarek. Moi, je dis Amen, et je dis aussi que justement, entre le Maroc et la France, il y a surtout des intérêts stratégiques, des intérêts économiques, et ça, c'est incontournable. C'est-à-dire que connaissant ou ne connaissant pas le Maroc, Macron devra apprendre à nous connaître. Quoi qu'il arrive. Merci Chez nous, beaucoup. on l'appelle Macron, donc ça va. C'est pas très loin de Macron. Il devrait s'intégrer rapidement. C'est pas votre Abdelrahim Hafidi, le mot de la fin, s'il vous plaît. Oui, le mot de la fin. Alors, j'ai entendu mon confrère Wadi Dada qui parlait du banquier. Je voudrais quand même apporter cette note assez amusante, voire même assez intrigante et très intéressante. Emmanuel Macron, non seulement il était formé à l'ENA, mais n'oublions pas, il sera donc le seul président de la Ve République, avec Georges Pompidou, à être aussi lauréat de l'école normale supérieure. Son maître à penser s'appelle Paul Ricoeur, qui est un grand philosophe humaniste que je crois que vous connaissez. Et je pense que sa jeunesse, et je dirais même, allez, on va terminer avec cette note qui est tout à fait humaine et tout à fait. Il a sa femme qui a 24 ans de plus que lui, qui n'est pas du tout une anomalie, parce que quand il s'agit d'un homme qui. Oui, ça dérange personne, j'ai envie de vous dire. Quand c'est un homme qui a 20 ans de différence avec sa femme. De Brigitte, un problème, etc. Je pense que cette particularité, cette singularité dans sa trajectoire, à la fois d'être un enfant aussi de l'école normale sup, c'est-à-dire il a étudié les humanités, il est spécialisé dans la littérature ancienne, et que Paul Ricoeur constitue la cité plusieurs fois, c'est un peu rassurant quand même, c'est un peu rassurant. Voilà. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Abdelrahim Hafidi, éditorialiste au site. C'est nous qui vous remercions d'avoir été avec nous ce matin au site atlas-info.fr. Arrêtez de me regarder comme ça, Mustapha, vous me perturbez là, avec votre regard là qui tue, parce que je ne vous ai pas assez donné de temps de parole. Non, c'est mon charme slave. Ah bon. Slave, également avec nous. Très nordique. Était présenté Tarek Khatab, directeur de publication du 360. Du 360. Merci beaucoup, Tarek, d'avoir été avec nous ce matin, et puis bien évidemment monsieur Mustapha Eshimi. Merci à vous. À bientôt, vous reviendrez. Toujours. Abdelrahim, vous reviendrez. Je reviendrai avec plaisir. La fidélité, c'est de revenir. J'ai besoin de vous, Abdelrahim et Tarek, pour faire face à Mustapha Eshimi. Merci messieurs. Merci beaucoup.